La Faculté des sciences et des métiers du sport de l'Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, ainsi que tous ses partenaires, vous présentent une conférence de Nicolas Bézombe de l'Université Paris-Descartes sur le thème de l'e-sport comme objet de recherche en STAPS. STAPS pour cette première édition. Merci au L3 de nous avoir proposé des posters de qualité. Merci au L2 d'avoir participé et avoir joué le jeu. Et la suite de ce Best of STAPS va nous permettre un peu de réfléchir sur un thème, le thème qui est proposé ici sur l'e-sport comme objet de recherche en STAPS. Pour cela, nous avons contacté une personne qui s'appelle Nicolas Bézombe, qui est un pur produit STAPS. Un pur produit STAPS. Il a été formé à la licence APA, puis après à la culture sportive avec un master en sciences sociales, et qui a poursuivi par la suite ses études dans le domaine tout au moins au niveau doctorat, sur un objet qui s'appelle donc l'e-sport, comme objet de recherche en STAPS. Pour ça, je vous demande de l'applaudir et de l'accueillir chaleureusement. Merci. Juste avant de lui laisser la parole, je vais donc céder maintenant la parole à notre directrice, donc Émilie Simoneau, qui va également vous souhaiter la bienvenue. Merci. Bon, je vous souhaite la bienvenue alors, du coup. Bienvenue merci. Aussi à Nicolas Bézombe, merci d'être ici, ça fait super plaisir. Merci à tous d'être là. Merci aussi à Sylvain Clémou qui a organisé cette journée recherche pour le matin, à l'association STAPS VA qui organise le barbecue ce midi, donc j'espère que vous serez nombreux. Plus le tournoi sportif cet après-midi, j'espère donc que vous viendrez montrer de quoi vous êtes capable sur les différents sports co et courses et compagnie. Et puis ce soir, à 18h, globalement, on reviendra ici. Et puis les meilleurs posters seront récompensés. Donc on a pas mal de partenaires, donc pas là à l'écran, mais on a pas mal de partenaires qui nous ont donné des lots. Peut-être que Sylvain, tu pourras en reparler après si tu veux. Mais donc les meilleurs posters seront récompensés ce soir. Il y aura des prestations artistiques aussi ce soir. Et les meilleures prestations seront aussi récompensées. Et évidemment, les meilleurs sportifs de l'après-midi seront aussi récompensés. Et il faut que je remercie aussi l'ensemble du personnel de la FSMS, donc que ce soit les enseignants, enseignants-chercheurs et le personnel administratif, les secrétaires, parce que tout le monde a joué le jeu ce matin pour venir évaluer les posters des L3. Autre chose encore, c'est que vous avez vu les L3, vous avez travaillé sur toute une année sur un projet de recherche. C'est une initiation à la recherche, donc les L2, c'est ce qui vous attend l'année prochaine. Et sachez que après, donc vous avez constaté que le sport, ça pouvait être un objet de recherche, qu'on fait de la recherche en STAPS. Et puis donc là, on a un exemple qui vient de passer quelques années sur un sujet de recherche qui est donc l'e-sport. Donc on peut faire un doctorat en STAPS, on peut faire donc une thèse. Et ensuite, différents métiers, enseignants-chercheurs, ou après, il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses. Donc là, par exemple, Nicolas, tu es en postdoctorat à l'INSEP. C'est ça, donc, exactement. Je vais peut-être te laisser, du coup, présenter peut-être un peu plus. Et puis, donc, nous parler de l'e-sport. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Je continue sur les remerciements. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont accueilli et qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui ici à la FSMS. Donc pour continuer très rapidement, donc effectivement je suis un pur produit STAPS, donc licence APA, un master en sociologie du sport, et effectivement vous êtes pour la plupart sûrement déjà un petit peu sensibles à ce qui peut se passer dans l'univers du jeu vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'e-sport pour certains d'entre vous, peut-être même certains d'entre vous le pratiquent, d'autres peut-être le regardent, mais je pense qu'il y a aussi des personnes ici encore qui ne savent pas exactement de quoi on parle. Et donc moi, dans mon entourage très proche, amical, j'avais des joueurs, je suis moi-même pas du tout joueur, j'ai pas de télé, j'ai pas de console, je suis pas un pratiquant de jeux vidéo, mais autour de moi, je voyais des amis qui pratiquaient beaucoup de jeux vidéo et qui faisaient des compétitions de jeux vidéo. Et c'est de cette manière-là que j'en suis venu à m'intéresser à ce qu'était l'e-sport. Donc c'est la contraction d'Electronic Sport ou sport électronique. Et que j'ai proposé à 2 enseignants qui me suivaient depuis la licence de travailler sur ce sujet-là pendant plusieurs années, à savoir 3 ans et demi, afin d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'était dans un premier temps, et puis ensuite d'essayer de voir si on considère que l'e-sport c'est un sport ou tout du moins une activité physique. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des méthodologies qu'on utilise nous pour analyser le sport, pour analyser l'e-sport? Donc voilà un petit peu comment j'en suis venu
à m'intéresser à l'e-sport. Donc ce que je vous propose au cours de cette présentation, c'est d'essayer de vous faire une petite intervention d'une grosse trentaine de minutes. Je suis très bavard, donc je vais essayer de pas trop m'épandre, et ensuite de laisser un petit temps d'échange s'il y a des questions pendant une bonne vingtaine de minutes. Donc dans un premier temps, des formations professionnelles, nous les chercheurs, on aime bien définir ce sur quoi on travaille, c'est nécessaire. Donc je vais vous présenter ce qu'est l'e-sport, je vais le définir, et puis ensuite, je vais me poser cette question avec vous, à savoir, si on parle d'e-sport, si on parle de jeux vidéo, qu'est-ce que ça a à faire en STAPS, où nous, notre objet de recherche à la base, c'est le sport. Donc je vais essayer en gros d'apporter des éléments de réponse pour essayer de déterminer est-ce que l'e-sport c'est un sport, est-ce que c'est du sport, est-ce que c'est de l'activité physique. Et puis à partir de toute cette présentation, à la fin, en conclusion, j'essaierai de vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire dans le domaine des STAPS pour faire de la recherche sur cet objet sportif-là. Donc voilà, donc dans un premier temps, comme je vous disais, ce qu'il faut, c'est définir notre objet de recherche, donc définir l'e-sport. Et de manière générale, on va dire qu'aujourd'hui, l'e-sport connaît une forte popularisation, une forte massification, depuis en gros le début des années 2010, qu'avant c'était réservé plutôt à des initiés, qui à travers le monde se comptaient à quelques dizaines de milliers, et qu'aujourd'hui ils touchent plusieurs millions de personnes. Il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens surtout qui regardent. Mais bien que ça touche des millions de personnes, il y a encore pas mal de gens, et peut-être même ici dans cette assemblée, qui ne savent pas forcément de quoi on parle, et très souvent il y a des confusions. Et de manière générale, il y a deux types de confusions qu'on retrouve très souvent lorsque l'on parle d'e-sport pour le définir. La première confusion, c'est que très souvent quand on pense e-sport, donc dans l'imaginaire populaire, on imagine très souvent des jeux vidéo qui miment des activités physiques réelles existantes. Donc ça peut très bien être le football, le basket, le hockey, le football américain, le rugby et ainsi de suite. Ces jeux, qu'on va appeler plutôt des jeux de simulation sportive, donc essaient de mimer une pratique réelle existante, et généralement même elle mime le spectacle de cette pratique. Ça veut dire en général en reprenant les codes de la télévision. D'accord ? Mais ça, c'est pas spécifiquement de l'e-sport. Ça fait partie des disciplines e-sportives, je vais y revenir juste après. Ça veut dire que ça fait partie des jeux qui peuvent être pratiqués dans l'e-sport, mais c'est pas ça qu'on va appeler l'e-sport. La deuxième confusion qui a lieu généralement, c'est qu'on imagine que l'e-sport, c'est des jeux sur des consoles à détection de mouvement qui permettraient d'avoir une motricité plus importante que dans le jeu vidéo. C'est ce qu'on va appeler les exergames, contraction d'exercise et de games. Donc c'est des jeux qui allient à la fois les compétences physiques et cognitives avec le jeu vidéo. Donc ici vous avez un exemple avec la Wii, mais ça pourrait être la Kinect ou la Move. Et donc là encore, ces jeux-là ne sont pas spécifiquement de l'e-sport, même si on commence à voir apparaître certains de ces jeux, c'est encore assez marginal et ça prête encore à débat, mais certains de ces jeux sous forme e-sportive. Donc plutôt que d'imaginer que l'e-sport c'est spécifique à un type de jeu, comme les jeux de simulation sportive, ou spécifique à un support, comme les consoles à détection de mouvement, la réalité en fait c'est que l'e-sport c'est une forme de pratique. Et là je vais faire tout de suite un lien avec le sport, c'est que au même titre que le sport est une forme de pratique des activités physiques et sportives, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des activités physiques adaptées, on peut avoir des jeux traditionnels, on peut avoir plein de types d'activités physiques, et puis le sport est une forme de pratique spécifique. L'e-sport, c'est une forme de pratique spécifique du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a le grand ensemble jeu vidéo, et puis parmi la pratique du jeu vidéo, il y a une forme de pratique spéciale qui est l'e-sport. Et cette forme de pratique spéciale, je vous propose de la définir de cette manière-là, c'est-à-dire c'est l'affrontement codifié de joueurs, donc soit en 1 contre 1 comme en haut, ici, soit par équipe, en duel d'équipe ou en duel individuel, là en l'occurrence en 5 contre 5 en bas, par écran interposé, soit sur le même écran, soit sur des écrans différents. Et ce qui est spécifique à cette pratique, c'est que c'est lors de compétitions de jeux vidéo. Donc en haut, vous avez une compétition qui est une compétition de Street Fighter, qui est un jeu de combat que peut-être la plupart d'entre vous connaissent. Et en bas, une compétition d'un jeu qui s'appelle League of Legends, que peut-être aussi la plupart d'entre vous connaissent, qui est le jeu en ce moment qui est le plus joué de manière e-sportive, qui compte 100 millions de joueurs mensuels, et qui est le jeu qui est le plus médiatisé. Les joueurs sont professionnels. Toutes les semaines, ils ont des championnats avec des championnats du monde à la fin de la saison.
Donc voilà en ce qui concerne la définition de l'e-sport. Mais comme je vous disais, finalement, quand on parle… Ah oui, non, juste avant ça, ce que je voulais vous dire, c'est aussi de la même manière que dans le sport, vous avez plusieurs types de disciplines, c'est-à-dire que vous pouvez avoir de l'athlétisme, de la gymnastique, de la natation, du foot, enfin les sports co, les sports individuels et ainsi de suite. Dans l'e-sport, vous avez également plusieurs disciplines. Vous avez donc des jeux de course, des jeux de simulation sportive, des jeux de combat qu'on va appeler les jeux de versus fighting, des jeux de cartes, des jeux de tir à la première personne qui sont très souvent médiatisés aussi pour la violence visuelle qui propage, des jeux de danse dont je vous parlais dans ces types d'exergames, des jeux de stratégie en temps réel, soit individuels, ce qu'on va appeler les RTS, soit en multiplayer, qu'on va appeler plutôt les MOBA. Et je crois avoir fait à peu près le tour. Et de la même manière que dans chaque discipline sportive, vous avez différents types d'épreuves. Si je prends le cas par exemple de l'athlétisme, vous avez les sauts, vous avez les courses, vous avez les lancers. De la même manière, dans l'e-sport, vous avez différentes épreuves qui vont correspondre cette fois-ci aux différents types de jeux. Donc là, ici, ce n'est pas une liste exhaustive, vraiment, il y en a plein d'autres, mais je vous ai mis les principaux. Ceux, en tout cas, aujourd'hui, qui sont les plus médiatisés, les plus connus et les plus pratiqués. Donc, comme je vous disais, là, je vous ai défini l'e-sport, mais finalement, on parle de jeux vidéo. Et qu'est-ce que le jeu vidéo vient faire dans le champ des STAPS? Nous, notre objet de recherche, c'est le sport. Alors, au-delà de la simple comparaison par rapport à l'appellation e-sport pour Electronic Sport, au-delà de ça, il faut se questionner de savoir, finalement, est-ce que l'e-sport, c'est du sport? Et c'est ce que je vous propose de faire avec moi là pendant les quelques minutes qui suivent. Mais pour pouvoir répondre à cette question, la première question à laquelle il faut répondre, finalement, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un sport. Là, de manière générale, c'est très difficile d'avoir une définition du sport. Si vous allez dans le dictionnaire, vous allez avoir une définition du sport. Si vous allez sur Wikipédia, vous allez avoir une définition du sport. Si vous allez voir le CIO, ça va être une autre définition du sport. Si vous allez voir le ministère des Sports, vous n'avez pas de définition du sport, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Et ce qu'on remarque de manière générale, c'est que, en gros, le terme sport, il est polysémique. Ça veut dire qu'il accepte plein de sens. Ici, si je demandais, alors ici on est entre stapsiens, donc j'imagine que vous savez plutôt bien définir le sport, mais de manière générale, dans la rue, si on demandait à plein de gens est-ce qu'ils font du sport, ils seraient très bien capables de vous dire, bah oui, moi, je vais au travail à vélo, donc je fais du sport. Ou je prends pas l'ascenseur, je prends les escaliers, donc oui, je fais du sport. Ou je nage jusqu'à la bouée jaune quand je suis en vacances, donc oui, je fais du sport. Donc bien évidemment, c'est un petit peu compliqué. Donc la sociologie du sport, disons de manière générale la recherche, qui est en gros la recherche en sociologie du sport, elle est apparue à la fin des années 60, donc depuis une cinquantaine d'années, elle cherche à observer, à décrire, à analyser, puis à théoriser finalement ce qu'est le sport. Et de là, les chercheurs ont obtenu une sorte de consensus sur 4 critères pour définir le sport. Et moi, je vais choisir une définition d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre Parlebas, qui est dès 86 et puis surtout en 99 dans son lexique de praxéologie motrice a défini le sport. Ce qui est intéressant avec cette définition du sport, c'est surtout qu'elle est très restrictive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où si une activité rentre dans la définition de Pierre Parlebas, elle rentrera dans toutes les autres définitions du sport. D'accord ? Donc l'idée, c'est de confronter finalement la définition de Pierre Parlebas à la définition de l'e-sport. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup de confusion aussi sur qu'est-ce qu'un sport. Et la première confusion, c'est on a souvent tendance, en tout cas dans l'imaginaire populaire, encore une fois, dans le discours commun, on a souvent tendance à imaginer que le sport, c'est, en tout cas, on l'associe à l'idée de dépense énergétique. D'accord ? C'est-à-dire que généralement, quand on pense à un sportif, on pense à quelqu'un qui court, à quelqu'un qui saute, à quelqu'un qui va combattre, qui va faire preuve de force, de vitesse, d'endurance. Généralement, ça va le faire suer. D'accord ? Parce qu'il va essayer de se dépasser et d'aller le plus loin possible. C'est par exemple le cas de Mo Farah ici, pendant les derniers JO. Mais la réalité, c'est que si on considère par exemple que les Jeux Olympiques, c'est la plus haute reconnaissance institutionnelle pour une activité physique en termes de sport, à ce moment-là, si on regarde, il s'avère qu'aux Jeux Olympiques, on a des activités qui sont donc olympiques, mais qui nécessitent une dépense énergétique qui peut paraître quand même relativement moindre, par exemple, que Mo Farah juste avant. Vous avez par exemple le golf, là c'est vraiment des activités qui sont aux Jeux, aux derniers Jeux. Donc le golf, le tir à la carabine, où quand même on peut se demander où se situe la dépense énergétique, le tir à l'arc ou bien encore le curling. Donc ces petits exemples, c'est juste pour vous montrer que en fait, le critère de la dépense énergétique, il s'avère un petit peu finalement inadéquat, ou en tout cas pas suffisamment pertinent pour définir ce qu'est un sport. Donc c'est pour ça que
à la place de ce critère de dépense énergétique, parmi les 4 critères de définition du sport de Pierre Parlebas, le premier critère qui a été proposé, c'est le critère de la pertinence motrice. C'est un terme que vous avez peut-être entendu ou pas forcément, mais en gros, pour le dire plus simplement, c'est que la réalisation de la tâche que vous avez à effectuer, elle doit passer par une motricité performante. C'est-à-dire que pour pouvoir être meilleur face à l'adversaire, il faut que ça passe par une motricité qui soit meilleure que celle de l'adversaire. Dans le cas, tout simplement, par exemple, si on prend le cas des échecs, alors je sais en plus ça porte à confusion aussi parce que les échecs ont été reconnus par le ministère des Sports en 2000 et même certains CNO reconnaissent les échecs comme un sport, mais il s'avère que les échecs ne sont pas une activité de pertinence motrice pour une raison toute simple, c'est que si par exemple dans cette salle il y a le champion du monde d'échecs, d'accord, et que par exemple il a une compétition et qu'il me demande de jouer à sa place tout en me dictant exactement ce que je dois faire, d'accord, il y a de grandes chances si c'est vraiment le champion du monde d'échecs, que juste moi, en déplaçant les pièces sur l'échiquier qui me demandent de déplacer, on finisse tous les deux par l'emporter à la fin. D'accord ? Par contre, si je prends le cas de la pétanque, ici, dans cette salle se trouve le champion du monde de pétanque, et qu'il me demande à moi de tirer ou de pointer à sa place, même s'il a beau me dire comment je dois lancer la boule ou où est-ce que je dois viser, il n'y a aucune chance que je sois aussi bon que lui. D'accord ? Donc c'est ça que signifie la pertinence motrice. Donc, finalement, quel est le cas, en tout cas, comment ça se passe au niveau de l'e-sport et du jeu vidéo de manière générale avec la pertinence motrice? Là, il y a 2 cas. Le premier cas, c'est qu'il y a des jeux vidéo dans lesquels la motricité, elle n'est pas déterminante pour la victoire. Ces jeux, vous en connaissez plein. Vous avez par exemple les jeux de plateau ou les jeux de cartes qui sont issus de jeux réels, comme par exemple, si vous jouez au solitaire, vous savez le jeu de cartes solitaire qui est installé sur Windows, sur lequel vous pouvez jouer. Ce n'est pas un jeu où la motricité va être déterminante dans le jeu vidéo. Les jeux de bridge, de tarot, les jeux d'échecs virtuels, les jeux de réflexion, d'accord, ou dans lesquels vous allez devoir répondre à des énigmes, en tout cas des énigmes mathématiques, par exemple comme Candy Crush. Il y a sûrement beaucoup de gens qui ont dû jouer à Candy Crush ici. Des jeux de simulation de vie comme les Sims, les jeux en pointé-cliqué, peut-être certains d'entre vous connaissent, où finalement il suffit juste d'explorer sur l'écran des zones pour trouver des éléments cachés. Les jeux de cartes, et ça j'y reviendrai aussi comme Hearthstone, qui est un jeu qui est pratiqué de manière e-sportive, mais j'y reviendrai après. Donc ces jeux de cartes qu'on va appeler les TCG pour Trading Card Games ou les CCG pour Collecting Card Games, ou encore les jeux de stratégie au tour par tour, comme par exemple Civilization, qui est un jeu qui est quand même assez connu. Donc ces jeux-là, ça ressemble un peu finalement à des échecs, d'accord ? C'est-à-dire que la motricité que vous allez déployer sur votre manette, sur votre clavier, sur votre souris, ne va pas vous permettre de l'emporter face au jeu. Et puis, vous avez un autre type de jeu dans lesquels, cette fois-ci, la motricité elle va être déterminante dans le résultat de la partie. Historiquement, il y a beaucoup de jeux, même le tout premier jeu qui a été créé, qui date de 62, qui s'appelait Space Wars, c'était déjà un jeu dans lequel il fallait contrôler un petit vaisseau spatial. Alors, c'était quand même extrêmement simpliste en termes de graphisme et ainsi de suite, mais déjà, à cette époque-là, la réussite dans le jeu nécessitait du joueur qui soit bon avec son joystick. La grande période qui a mis en valeur l'expertise motrice des joueurs dans le jeu vidéo, c'est la période de l'arcade dans les années 70. Vous avez tous eu l'occasion, j'imagine, peut-être de déjà jouer à des jeux d'arcade. Que ça soit Pong, que ça soit Space Invaders, que ça soit Pac-Man, d'accord, tous ces jeux d'arcade des années 70, déjà, nécessitaient du joueur qui soit le meilleur possible avec ses doigts. Vous avez les jeux de plateforme également. Quand vous jouez à Mario, si vous avez un collègue ou un camarade qui est meilleur que vous à Mario, c'est pas parce qu'il triche ou c'est pas parce qu'il a de la chance, c'est parce que généralement il est meilleur. Les jeux de simulation sportive dont on parlait, FIFA, donc j'imagine il y a beaucoup de joueurs de FIFA ici sûrement, en tout cas chez les footballeurs, on le sait. Les jeux de combat, qu'on va appeler le versus fighting, comme Street Fighter V. Les jeux de tir à la première personne, qu'on appelle des FPS pour First Person Shooter. Le plus connu en ce moment, c'est Counter-Strike, mais vous en avez d'autres. Les jeux de stratégie en temps réel dont je vous parlais, StarCraft étant le plus connu, mais historiquement Warcraft, bien avant. Les MOBA, qui sont donc ces jeux également de stratégie, mais cette fois-ci qui jouent plutôt en 5 contre 5 ou en 3 contre 3. Le plus connu étant League of Legends, dont je vous présentais une image tout à l'heure, mais Dota, qui est celui qui, en tout cas, a les gains financiers les plus importants. Et puis les Exergames dont je vous parlais tout à l'heure. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, finalement, en fait, quand le joueur il joue,
il va être stimulé par ce qu'il voit, donc des stimulations visuelles, par ce qu'il entend, des stimulations auditives, et parfois même sa manette elle vibre, donc des stimulations tactiles. Et il va être stimulé au niveau de son attention, au niveau de ses perceptions. Et à ces stimulations, il va répondre par des actions motrices sur les périphériques de contrôle. Et ces actions motrices, elles vont être automatisées à force de répétition. C'est-à-dire que de la même manière qu'un joueur de basket va automatiser le tir afin d'être capable, pendant qu'il est en match, de lire ce qui se passe, de décoder les intentions de ses adversaires et de ses partenaires pour savoir s'il faut qu'il prenne un tir ou si par exemple pendant qu'il est en train de tirer, il faut qu'il fasse une passe. De la même manière, les joueurs de jeux vidéo moteurs, donc dans lesquels la motricité est déterminante, vont automatiser des schèmes moteurs sur leur manette, sur leur périphérique de contrôle, jusqu'à ce qu'ils puissent libérer leur conscience sur ce qui se passe à l'écran. D'accord ? Cette dextérité dont ils font preuve, elle est analysée, elle est commentée, et ils portent une telle importance à ça que finalement, ils lui donnent même plusieurs noms. Alors on va l'appeler le skill dans les jeux de tir à la première personne, on va l'appeler l'exécution dans les jeux de combat, on va l'appeler la microgestion dans les jeux de stratégie, et ça correspond finalement à l'aspect technique du sport. Vous avez également un aspect tactique sur lequel je ne reviendrai pas spécialement, mais que les joueurs vont appeler le mind game. Donc tout comme dans le sport, vous avez un aspect technique et un aspect tactique, dans le jeu vidéo, vous avez un aspect technique qui est donc cette exécution de commandes motrices et un aspect tactique qui est le mind game, le jeu de l'esprit. Donc comme je vous le disais, ça c'est les jeux vidéo dont la motricité va permettre de l'emporter. Et là, deux possibilités. Soit vous affrontez un autre joueur par l'intermédiaire du jeu vidéo. Donc c'est ce qu'on va appeler du PVP, du player versus player, du joueur contre joueur. Et là, vous êtes dans une forme, en tout cas, qui pourrait être de l'e-sport. Soit vous affrontez le logiciel, le programme informatique. Donc on va être dans ce qu'on appelle du PVE, du player versus environment, donc le joueur contre l'environnement. Et là, on va plutôt, en tout cas, pouvoir faire ce que l'on va appeler du speedrunning. Je reviens rapidement sur les photos que je vous ai mises. Pourquoi est-ce que j'ai mis une photo de joueur de baby-foot sous l'e-sport ? C'est parce que selon moi, c'est peut-être la pratique qui se rapproche le plus de l'e-sport aujourd'hui. Et je vais m'expliquer. La première chose, c'est que dans les deux cas, que ce soit dans le baby-foot ou dans l'e-sport, on s'affronte sur un terrain qui est symbolique. D'accord ? Soit c'est la table de baby-foot, c'est un terrain de foot symbolique, soit c'est l'arène virtuelle de combat qui est un terrain virtuel. Dans les deux cas, ce qu'il faut décoder, contrairement au sport, ce n'est pas le corps de l'adversaire, mais c'est son prolongement symbolique, à savoir soit les barres de baby-foot, soit le personnage virtuel qu'incarne le joueur à l'écran. Dans les deux cas, cette projection symbolique, elle est contrôlée instantanément par le joueur dans l'univers réel, dans le monde réel. Que ça soit ici les joueurs qui tiennent les manettes, soit le joueur qui tient sa manette de jeu vidéo. Et dans les deux cas, ce sont des activités où on joue en instantané, en simultané. C'est-à-dire que ce n'est pas du tour par tour. Donc aujourd'hui, à mon avis, mais peut-être je me trompe, mais l'activité qui se rapproche le plus de ce qu'est l'e-sport est le baby-foot. Et dans le cas du speedrun, rapidement, le speedrun, c'est la capacité à finir un jeu le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous, si vous jouez à Mario, par exemple, vous allez y passer plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Il y a des joueurs dont l'objectif, c'est de finir Mario en moins de 2 heures, en moins d'1 heure et demie. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est connaître le jeu par cœur. C'est-à-dire qu'il faut même apprendre sur le bout des doigts, littéralement, toutes les actions à faire dans le jeu pour pouvoir ne pas avoir de déchets du tout. Et donc là, on affronte clairement le logiciel et c'est comme dans le cas des fléchettes où en fait, finalement, dans le cas des fléchettes ou dans le cas du speedrun, il faut reproduire des patterns moteurs qui soient les plus efficients possibles, d'accord, jusqu'à finalement être le plus parfait possible. Donc voilà en ce qui concerne ce premier critère de la pertinence motrice, qui est souvent en fait le critère, on va dire le talon d'Achille lorsque l'on compare l'e-sport au sport. C'est souvent toujours la question qui revient, c'est dans l'e-sport on ne suit pas, dans l'e-sport c'est pas une activité physique, mais la réalité en fait c'est que dans l'e-sport il y a besoin d'une motricité qui soit performante. Et comme je vous disais, pour le cas des jeux de cartes à collectionner comme Hearthstone, de la même manière que les échecs sont une exception dans le monde sportif, c'est le seul sport reconnu par des instances de tutelle qui ne nécessite pas de motricité performante,
Dans le cas de l'e-sport, aujourd'hui, mais peut-être ça changera, les jeux comme Hearthstone ou Cross Maga, qui sont des jeux de cartes, sont les exceptions de l'e-sport, à savoir ce sont les seuls jeux qui sont pratiqués de manière e-sportive et qui ne nécessitent pas de motricité. Voilà pour ce premier critère en ce qui concerne la pertinence motrice. Le deuxième critère de définition du sport, c'est il faut que l'activité elle soit compétitive. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, et là encore, je le répète, j'ai choisi une définition qui soit la plus restrictive possible. À gauche, par exemple, lorsque vous allez faire un footing le dimanche matin, même si vous le faites de manière très régulière, même si vous le faites 2 fois par jour, même si vous le faites en prenant vos temps, en essayant de vous améliorer à chaque fois et que vous y mettez énormément d'intensité, vous n'êtes pas dans un format compétitif entendu dans cette définition. D'accord ? Vous vous affrontez peut-être vous-même, mais vous n'affrontez personne d'autre. Il n'y aura pas de record, d'accord ? Si ce n'est votre propre record personnel. C'est ce qui fait la différence entre le footing et la course de fond, ou un 5000 mètres. En l'occurrence, là, ces coureuses, elles sont en train de s'affronter lors des Jeux Olympiques. Elles peuvent battre un record, elles vont être classées les unes par rapport aux autres. D'accord ? Donc, à gauche, pas de compétition, à droite, compétition. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas de l'e-sport ? Comme je vous le disais, l'e-sport, c'est la forme de pratique compétitive du jeu vidéo. Donc, c'est peut-être le critère le plus simple à analyser. Ce sont au moins 2 joueurs ou 2 équipes de joueurs qui s'affrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que le sport aujourd'hui, il a ses propres calendriers, qui ne sont pas les calendriers que nous on utilise. La saison sportive, c'est pas la même que la saison, enfin qu'une année universitaire. La saison sportive, c'est pas forcément la même non plus que l'année civile. Et selon les disciplines sportives, ça va pas être les mêmes calendriers. Vous faites la saison de ski, c'est pas la même que la saison de surf. D'accord ? Dans l'e-sport, en tout cas, l'e-sport cherche à mimer et à s'inspire énormément de ce qui se fait dans le sport. Vous avez des saisons e-sportives avec à la fois des temps morts qui correspondent à des périodes de pré-saison. D'accord ? Pendant ces périodes de pré-saison sans compétition, généralement, c'est le moment que choisissent les développeurs du jeu pour mettre à jour l'équilibrage du jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux patchs, des hotfix, qu'il va y avoir des fonctionnalités qui vont être ajustées. Et sinon, c'est le cas par exemple pour League of Legends où régulièrement vous avez des nouveaux patchs qui sortent, ou alors c'est la sortie d'une nouvelle itération du jeu. C'est par exemple quand on passe de FIFA 16 à FIFA 17, ou de FIFA 17 à FIFA 18 en l'occurrence pour bientôt. Et puis vous avez des temps forts, ces temps forts qui correspondent aux tournois qualificatifs de la saison. Ça peut être soit des championnats, soit des tournois qui vous permettent de remporter des places pour pouvoir accéder aux finales nationales et aux finales internationales, qui sont des événements majeurs et qui sont les points culminants de la saison e-sportive. Et ce qui permet en fait de créer du suspense et de faire augmenter la spectacularité pour les spectateurs et les téléspectateurs de ce genre de pratique. Donc là encore, on se rend compte que l'e-sport est organisé de manière rationnelle, en tout cas une organisation rationnelle de sa pratique compétitive. Voilà ce qu'il en est pour ce deuxième critère. Le troisième critère, c'est qu'il faut que l'activité elle soit codifiée, qu'elle soit réglementée. Dans le sport, ici vous êtes pour la plupart sûrement licenciés dans des clubs et ainsi de suite, donc vous avez sûrement accès aux règles de votre sport, aux règlements. Donc par exemple au football, on va appeler ça les lois du football, au basket le code de jeu. Bref, ces règlements, ils sont téléchargeables, ils sont explicites, ils sont rédigés et surtout, ils sont standardisés à l'échelle mondiale ou en tout cas européenne. Mais là, si on prend le cas du basket, vous avez également la pratique en playground où on va avoir des règles qui vont être implicites cette fois, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles qui sont rédigées, d'accord ? Qui vont être en plus locales, c'est-à-dire que d'un playground à un autre, elles ne vont pas être les mêmes. Sur certains playgrounds, on va s'affronter sur demi-terrain, sur d'autres en tout-terrain, sur certains en 3 contre 3, sur d'autres en 4 contre 4, des fois ça va être en 12 points, des fois en 16 points, des fois en 20 points. Et les règles, elles sont tellement adaptables et tellement personnalisables que très souvent, enfin pas très souvent, mais en tout cas ça arrive que si on estime que les équipes sont déséquilibrées, eh bien il est tout à fait possible de faire changer un joueur d'équipe afin de rééquilibrer les deux équipes et de retrouver du plaisir et de l'intérêt dans l'affrontement. Donc d'un côté, vous avez une pratique qui a des règles qui sont plutôt implicites et qui sont personnalisées, et de l'autre, ici comme c'est le cas pour les championnats du monde de basket, des règles qui sont explicites, à savoir le code de jeu de basket, et qui sont standardisées au niveau international. Quel est le cas, qu'est-ce qu'il en est pour l'e-sport ? Dans l'e-sport, en fait, vous avez une double codification. Vous avez à la fois des règles implicites,
Ces règles implicites, c'est celles du jeu vidéo. C'est-à-dire que les développeurs, les créateurs du jeu, quand ils créent ce jeu, eh bien, ils vont imaginer tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu. Et en gros, pour le dire de manière schématique, tout ce que le programme accepte est autorisé. D'accord ? Donc ça permet en fait d'avoir un cadre d'affrontement qui est identique de manière internationale. Ça veut dire que lorsque vous achetez FIFA en France et que vous achetez FIFA au Brésil, c'est toujours le même jeu. D'accord ? Donc vous avez un cadre d'affrontement qui est identique à travers le monde. Et puis, comme je vous le disais, avec l'e-sport, on n'affronte pas seulement le logiciel, mais on affronte d'autres joueurs. Et à partir du moment où on affronte d'autres joueurs, eh ben, on s'expose à des phénomènes de triche. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ils veulent tellement gagner qu'ils sont prêts à tricher. Et donc, à partir de ce moment-là, pour éviter ces phénomènes de triche, les organisateurs de tournois ont été obligés de mettre en place des règlements qui soient, cette fois-ci, explicites, rédigés, téléchargeables sur les sites des événements, d'accord ? Et qui sont donc là pour dire ce qu'il est autorisé et ce qu'il est interdit de faire, à la fois dans le jeu et à la fois à l'extérieur du jeu. Notamment, ça va prendre en compte les conditions de participation, les conditions de victoire, les comportements qui sont autorisés dans le jeu, mais aussi à l'extérieur du jeu, à savoir par exemple les comportements sexistes qui vont être interdits, les comportements discriminatoires de manière générale, le rôle des arbitres et les sanctions qui peuvent aller d'un simple avertissement à la perte d'un match jusqu'à une suspension de plusieurs années, comme ça s'est déjà vu dans le cas de l'e-sport. Et ces règles explicites, elles assurent une opposition qui soit équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un joueur qui puisse utiliser des programmes additionnels, donc faire preuve de ce qu'on va appeler de hacking, et qui va lui permettre de faire des choses que son adversaire ne pourrait pas faire dans le jeu. D'accord ? Par exemple, il y a des jeux vidéo dans lesquels on ne peut pas voir ce que fait son adversaire. Il est possible, par exemple, de faire en sorte, en ajoutant un petit programme, de voir justement ce que fait l'adversaire. Donc ça, en l'occurrence, le matériel, il est vérifié avant les compétitions. Donc là encore, l'e-sport, comme vous voyez, il est extrêmement codifié de manière explicite. Donc comme on le voit, pour l'instant, au niveau des 3 premiers critères, l'e-sport, c'est une pratique motrice, c'est une pratique qui est compétitive et c'est une pratique qui est réglementée. Donc de ce point de vue-là, au niveau de ces 3 critères, on est quand même assez proche du sport. Le dernier critère qui est souvent, peut-être pas pour vous, mais de manière générale souvent omis, c'est le critère de l'institutionnalisation fédérale. Aujourd'hui, en France, et en Europe de manière générale, mais en France, si on précise vraiment ce cas d'étude, une activité physique n'est reconnue comme sport que lorsqu'elle est reconnue par une fédération qui est elle-même reconnue par le ministère des Sports. D'accord ? C'est par exemple, dans le cas du plongeon, vous avez ici le plongeon de 10 mètres, qui est une activité olympique, qui est reconnue par la Fédération internationale de natation. D'accord ? Et vous avez à gauche les championnats du monde de plongeon de falaise, qui est organisé cette fois-ci par Red Bull, et qui n'est pas reconnu par le ministère des Sports et pas par la Fédération internationale de natation. Donc vous avez d'un côté une pratique qui va être marginale, mais qui est quand même légitime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul circuit des championnats du monde qui est légitime, c'est celui-ci, celui organisé par Red Bull. Et à l'opposé, vous avez une pratique qui est fédérale, qui est olympique et qui est reconnue par les instances dirigeantes du sport à travers le monde. Et c'est peut-être là le plus intéressant au niveau de l'e-sport, c'est que dans l'e-sport, aujourd'hui, on a 2 types d'institutionnalisation. La première institutionnalisation qui est de type associative, qui est l'équivalent du sport amateur, c'est-à-dire c'est vraiment la base. On ne parle pas d'élite, on parle vraiment de la grande majorité des joueurs. Ces compétitions, elles ont une très faible médiatisation, c'est-à-dire on en entend très peu parler, même s'il y a énormément de monde qui y vient. Et ce sont des compétitions, donc comme je vous disais, amateurs, parfois semi-professionnelles. Et ce que j'appelle semi-professionnels dans le monde de l'e-sport, ce sont des joueurs qui ne sont pas salariés, mais qui vont généralement gagner des gains financiers en faisant des bons résultats à ces compétitions. Et ce sont souvent des circuits des compétitions qui sont régionales, voire nationales. D'accord ? Et donc là, même chose, vous pouvez soit avoir comme organisateur de ces compétitions des communautés. Alors moi, mon terrain d'étude, ça a été particulièrement les communautés de jeux de combat. Donc vous avez un personnage qui est assez emblématique dans les jeux de combat, une personnalité, qui est Kayane, donc qui organise régulièrement des rencontres avec d'autres joueurs.
où vous avez d'autres communautés qui organisent des compétitions de manière, on va dire, soit hebdomadaire, soit bi-hebdomadaire, et qui rassemblent une vingtaine ou une trentaine de joueurs. Ou alors vous avez des associations loi 1901 qui sont déclarées en préfecture et qui, elles, organisent des compétitions, des festivals vidéoludiques durant lesquels il y a des compétitions e-sportives qui, là, par contre, vont rassembler plusieurs centaines, voire parfois quelques milliers de joueurs. Les plus connus en France, ça va être la Gamers Assembly, ça va être je sais pas, le Stunfest, la Lyon eSport, qui sont donc des compétitions qui ont lieu chaque année et qui rassemblent plusieurs centaines, voire quelques milliers de joueurs et des dizaines de milliers de spectateurs sur place physique. Et puis vous avez un autre modèle d'institutionnalisation qui est cette fois-ci privé, qui va se rapprocher de ce que fait Red Bull avec les championnats du monde de plongeon de falaise. Donc là, qui a une très très forte médiatisation, c'est ce dont les gens, quand ils entendent parler d'e-sport, c'est souvent par ce biais-là, c'est souvent de ce genre de compétition dont ils entendent parler, qui sont des compétitions cette fois-ci professionnelles où les joueurs sont soit salariés par l'éditeur du jeu, comme c'est le cas pour League of Legends, soit par des équipes, des structures e-sportives. Les salaires en France, aujourd'hui, on considère qu'il y a entre 40 et 60 joueurs professionnels français. Difficile de savoir combien ils sont à travers le monde. Et on sait qu'en France, un salaire moyen, c'est en gros entre 1 et 2 SMIC. Ça, c'est le salaire moyen, et sachant qu'il y a des joueurs qui peuvent atteindre une petite dizaine de milliers d'euros. Et à travers le monde, sur les jeux les plus médiatisés, on a des joueurs qui arrivent à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et sur une année, peut-être pas plusieurs, mais jusqu'à 1 million d'euros par an. Ce sont donc des compétitions professionnelles et qui sont cette fois-ci des circuits qui sont internationaux et qui sont en tout cas les circuits majeurs sur le jeu. Et là, il y a deux possibilités encore en termes d'organisateurs. Soit ce sont les éditeurs qui vont dire « Nous, on ne prend pas en charge l'organisation de notre compétition et on délègue ça à des spécialistes de l'événementiel e-sportif, ou du moins de l'événementiel, souvent même de l'événementiel sportif. » Donc c'est le cas par exemple de l'Electronic Sport League, c'est le cas aussi de l'Evoque, c'est le cas de la DreamHack, de l'ESWC, qui sont, pour ceux qui connaissent un petit peu l'e-sport, qui sont des tournois qui sont extrêmement importants dans le domaine de l'e-sport. Soit, depuis notamment l'arrivée de League of Legends et de son éditeur Riot, c'est l'éditeur lui-même qui prend en charge toute la mise en place du circuit compétitif. Donc là, comme je vous disais, vous avez le cas de League of Legends avec Riot, le Capcom Pro Tour pour Street Fighter, ou le tournoi qui offre les cash prizes, donc les gains financiers les plus importants sur un jeu qui s'appelle Dota, où l'année dernière, en 2016, il y avait plus de 20 millions de dollars de dotation financière pour les équipes qui participaient. À savoir que c'est un jeu qui se joue en 5 contre 5, l'équipe qui a gagné de 5 joueurs a remporté 9 millions de dollars. Et sachant qu'il y avait des joueurs qui sont mineurs dans cette équipe-là. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes de 17 ans qui ont touché plus d'1,5 million de dollars pour avoir participé à cette compétition. Mais parce qu'ils l'ont emporté aussi. Phénomène très récent par contre, donc là on est vraiment sur de l'institutionnalisation, soit associative, soit privée, mais phénomène très très récent, c'est on voit apparaître un phénomène de légitimation par les autorités publiques. Et en France, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est un phénomène qui touche beaucoup de pays à travers l'Europe. Et là, que viennent faire les autorités publiques? Elles viennent mettre en place des législations, elles viennent légiférer à la fois sur les compétitions et sur les joueurs. Sur les compétitions pour leur donner un cadre légal pour qu'elles puissent avoir lieu, et sur les joueurs pour notamment déterminer l'âge minimal auquel on peut participer, leur assurer une sécurité de l'emploi en leur proposant des contrats qui en l'occurrence en France, sont calqués sur les contrats de sportifs. Et là, vous avez deux possibilités aussi. Vous avez soit les autorités publiques qui reconnaissent la pratique e-sportive comme étant un sport à part entière. L'e-sport est reconnu par les organes traditionnels du sport, à savoir soit le ministère des Sports, soit les comités nationaux olympiques. L'exemple le plus connu, en tout cas, est celui de la Corée du Sud, où le ministère, en Corée du Sud, la particularité, c'est que le ministère des Sports est aussi celui de la culture. Ça s'appelle le ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme. Donc le jeu vidéo qui est au croisement de la culture et du sport avec l'e-sport, c'était beaucoup plus facile pour eux. Et vous avez
une fédération, dans ce cas-là, qui est la KESPA, la Korean Esports Players Association, qui, elle, a pour objectif la promotion, la diffusion et l'encadrement de ces compétitions sur le sol coréen, enfin sud-coréen. Et vous avez le cas français, où cette fois-ci, les autorités publiques reconnaissent l'e-sport, mais pas comme un sport. En France, ce n'est pas le ministère des Sports qui a reconnu l'e-sport, c'est le ministère des Finances, par l'intermédiaire du secrétariat d'État chargé au numérique. Et dans ce cas-là, on n'a pas une fédération, mais une association qui a pour objectif, donc en France elle s'appelle l'association France e-sport, qui a pour objectif d'être une interface de discussion entre l'écosystème e-sportif et les autorités publiques. C'est-à-dire que à la fois France e-sport fait remonter aux autorités publiques les requêtes de l'écosystème et de la même manière, elle fait redescendre les prérogatives des autorités publiques sur l'écosystème. Donc, comme vous le voyez, finalement, le fait que l'e-sport soit ou non un sport, en tout cas pour répondre à la question est-ce que l'e-sport c'est un sport ou est-ce que c'est du sport, en fait ça s'avère hautement institutionnel et donc hautement culturel. C'est ça qui est très intéressant, c'est que selon les pays, eh bien l'e-sport dans certains pays va être reconnu comme un sport et dans d'autres pays ne va pas être reconnu comme un sport. Et le fait en France que ça soit le ministère des Finances qui reconnaisse l'e-sport montre plutôt une tendance à reconnaître non pas l'e-sport comme un sport mais comme une industrie qui va générer des profits. Donc j'en viens petit à petit à ma conclusion. Finalement, l'e-sport, qu'est-ce que c'est? C'est donc bien une pratique qui requiert une expertise motrice, qui est organisée de manière compétitive, qui a une codification qui est à la fois implicite et explicite, et par contre qui est institutionnalisée soit associativement, soit de manière privée, et les autorités publiques viennent petit à petit chapeauter le tout. Dans le cas de la France, comme je vous disais, ce n'est pas les organes traditionnels du sport qui reconnaissent l'e-sport. De manière générale, moi, ce que je remarque, c'est que quand j'en discute avec des collègues en STAPS, à l'INSEP ou des entraîneurs dans plein de disciplines sportives différentes, c'est qu'il y a une crainte qui revient très souvent. Il y a toujours, bien évidemment, de la méfiance, mais une crainte qui revient très souvent, c'est que l'e-sport remplace le sport. Très souvent, j'ai des enseignants qui viennent me voir, des professeurs agrégés de pratiques sportives, qui me disent « Oui, finalement, l'e-sport, un jour… » Ça va être, ce qui est dommage, c'est que ça va remplacer le sport. Les étudiants feront du basket virtuel plutôt que de faire du vrai basket. Ils feront du football virtuel plutôt que de faire du vrai football. Et ça, cette crainte, moi, elle me fait penser à ce qui s'est déjà passé dans les années 70, lorsque sont apparus ce qu'on va appeler les sports californiens, les sports de glisse, comme le snowboard, le surf, le skate, le roller, le BMX, toutes ces activités-là. Et à l'époque, même chose, eh bien, on avait, enfin en tout cas, l'écosystème sportif, le monde traditionnel du sport, était assez réfractaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, ces activités qui étaient assez marginales, eh bien, les grandes institutions sportives ont vu l'intérêt, ont vu la spectacularité de ces activités, ont vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, en tout cas, les pratiquaient, les suivaient, les regardaient. Et donc, aujourd'hui, il s'avère qu'on a du snowboard aux Jeux Olympiques de Sotchi. Et en plus, pas spécialement du slalom, mais des pratiques plutôt freestyle. De là à dire qu'un jour, l'e-sport sera aux Jeux Olympiques, je ne m'y risquerai pas. Et en tout cas, si un jour ça doit arriver, ça ne sera pas avant Paris 2024, si c'est Paris, ou Los Angeles 2024, voire peut-être même pas avant 2028. Mais il y a des avancées qui sont faites. Le CIO garde un œil, bien évidemment, sur ce qui se passe dans le milieu e-sportif. Il y a un point sur lequel je n'ai pas du tout insisté, parce que je ne trouve pas ça forcément intéressant dans notre cadre, mais il y a quand même quelque chose qui fait une grande différence entre l'e-sport et le sport, c'est qu'aujourd'hui, le sport, ça n'appartient à personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football, le basket, l'athlétisme, ça n'appartient à personne. Mais l'e-sport, c'est une pratique compétitive de jeux vidéo qui, là, pour le coup, sont des biens privés, qui appartiennent à des éditeurs qui ont pour la charge de diffuser, de promouvoir leurs jeux et de les vendre principalement. Donc c'est peut-être l'un des plus gros freins aujourd'hui à la reconnaissance de l'e-sport dans le monde traditionnel sportif, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'accord des éditeurs. Mais il est probable qu'un jour ou l'autre, en tout cas, il y ait, comme c'est le cas déjà depuis 20 ans, l'e-sport existe déjà depuis plus de 20 ans, mais en tout cas, il y a d'autres formes qui se mettent en place et qui se structurent. Donc l'e-sport, il ne remplacera pas le sport, mais par contre, on va dire, il étend les possibles sportifs. D'accord ? Il offre
un autre univers qu'il est possible de pratiquer. Donc à partir de là, comme je vous le disais, donc l'e-sport, si ce n'est pas vraiment un sport en France, en tout cas, j'ai essayé de vous montrer que c'était une activité physique, ou du moins une activité motrice, d'accord ? C'est-à-dire qui nécessitait de l'expertise au niveau de la dextérité. À partir de là, dans le champ des STAPS, qu'est-ce qu'il est possible de faire et de quelle manière est-ce qu'il est possible d'étudier l'e-sport ? Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut l'étudier par rapport à des thématiques qui nous semblent intéressantes, des thématiques de santé par exemple, comme par exemple le cas des blessures. Il y a énormément de blessures dans l'e-sport, des blessures qui sont liées à la posture, les joueurs qui restent assis. Et même vous, si vous ne jouez pas, si vous restez toute une journée et pendant une longue période à travailler sur votre ordinateur, vous êtes mal assis, vous avez le bras un peu haut avec votre souris et ainsi de suite. Et ces joueurs-là, en plus, ils font ça de manière tellement intensive qu'en fait, ils finissent par s'user les poignets, et notamment toutes les gaines des tendons. Et donc, il y a une blessure qui est assez commune dans le milieu e-sportif qui s'appelle le syndrome du canal carpien, d'accord, qui est une inflammation finalement des tendons au niveau des poignets. Mais il y en a plein d'autres, des problèmes au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des cervicales. Et donc, il y a même des ostéopathes qui se spécialisent maintenant pour traiter les joueurs compétitifs. Il y a bien évidemment du dopage, ça paraît assez étonnant, mais dans l'e-sport, il y a du dopage également. Des amphétamines qui sont prises pour essayer de rester éveillé le plus longtemps possible et de garder la concentration élevée le plus longtemps possible. Donc là encore, il y a des études à mener, à savoir que certaines grandes structures qui gèrent le sport électronique sont en lien avec l'Agence mondiale antidopage. Et la reconnaissance de l'e-sport passera certainement par une mise en place de préconisations en termes de santé publique. Bien évidemment, la pratique excessive, je ne parle pas d'addiction, je ne parle pas de cyberdépendance, je parle juste de pratique excessive. Ça soulève des questions. Les questions en termes d'obésité. Aujourd'hui, le ministère des Sports, il promeut la pratique physique et le sport santé pour lutter contre l'obésité. Bien évidemment, ce que je vous présente, c'est des joueurs qui sont assis pour s'affronter. D'accord ? Donc, ça pose aussi des questions en termes d'obésité. Vous pouvez aussi aborder tout ce qui est performance. Comme je vous disais, il y a de plus en plus besoin de préparation physique, de préparation mentale, de faire attention à la nutrition. C'est des athlètes, ces joueurs qui s'entraînent plusieurs heures par jour et plusieurs jours par semaine. En termes ergonomiques, c'est-à-dire que de la même manière qu'il y a que par exemple un footballeur va être attaché à ses propres crampons et qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à faire les crampons moulés les plus agréables possibles et qui soient les plus performants possibles. Aujourd'hui, jouer au niveau auquel jouent ces joueurs-là, ils ne le font pas avec les souris et les claviers que vous utilisez. Ils ne sont pas assis sur les fauteuils que vous avez chez vous. Il y a tout un travail ergonomique à faire d'hyper-technologisation de leur matériel. Au niveau des rythmes de vie également, comment organiser son temps pour être le plus performant possible. En termes d'éducation, je pourrais m'y attarder des heures et des heures, mais en termes de transfert de compétences, de situation d'apprentissage, il y a beaucoup de recherches qui essaient de montrer de quelle manière, par exemple, le fait, c'est notre nouvelle génération, je me considère une nouvelle génération avec vous, qui est née avec les jeux vidéo, qui a grandi avec des joysticks dans les mains. Eh bien aujourd'hui, par exemple, en chirurgie, où on fait de plus en plus de chirurgie assistée par robotique qui se contrôle à l'aide de joysticks, on s'est rendu compte que toute la nouvelle génération de chirurgiens faisait beaucoup moins d'erreurs dans la manipulation de ces chirurgies assistées par robotique que l'ancienne génération de chirurgiens. Donc on voit qu'il y a clairement des transferts de compétences motrices, au-delà de transferts de compétences cognitives et sociales. En termes d'usage et pratique, en termes de stratification sociale, qui joue à quoi ? D'accord ? Quel CSP joue à quel type de jeu ? Et en termes de répartition genrée, aujourd'hui l'e-sport, moi, de mes données à moi personnelles sur mon terrain d'études, j'ai répertorié 5% de femmes sur mon terrain d'études. Selon les différents champs et les différents jeux, certains disent que ça monte jusqu'à 20% dans l'e-sport. Dans le jeu vidéo, on parle de 50% de femmes, 50% de garçons. D'accord ? Mais si on se restreint seulement à l'e-sport, on est plutôt entre 5%, moi ce que j'ai pu en voir, et 20% de femmes. Pourquoi ? Comment faire pour améliorer cet équilibre entre, en tout cas, une forme de parité. De la même manière, les champs scientifiques qui peuvent être, utilisés, vous pouvez très bien utiliser de la biomécanique pour étudier justement tous les comportements moteurs, les neurosciences, tout ce qui se passe en termes de déclenchement au niveau du cerveau, les sciences cognitives en traitement de l'information par exemple, le contrôle moteur,
la psychologie, notamment sur tout ce qui va être prépa mentale, la sociologie, l'histoire de l'e-sport, le droit de l'e-sport, avec notamment là en ce moment, vu que les premiers décrets légiférants sur les joueurs compétitifs sont apparus, il y a de plus en plus de juristes et de spécialistes du droit du sport qui se penchent sur la question de l'e-sport. Dans le management d'équipe, le marketing sportif, avec notamment l'apparition de plus en plus de marques qui ne viennent pas de l'e-sport, qui investissent soit financièrement, soit symboliquement dans l'e-sport. Vous avez tous sûrement peut-être entendu parler de la section e-sport du PSG. D'accord ? Ce n'est pas le seul club, il y en a plein d'autres en France. Vous avez le FC Nantes, vous avez l'AS Monaco, mais vous avez aussi en Allemagne Schalke 04, vous avez West Ham en Angleterre, et vous avez même les clubs de basket américains d'NBA qui s'y sont mis et qui ont aujourd'hui des sections e-sport. En termes de gestion, en termes de sciences de l'éducation, en termes de sciences de l'intervention, comment aujourd'hui, l'e-sport, par exemple, il n'y a pas, pour être coach dans l'e-sport, il n'y a pas de formation. Là où aujourd'hui, si vous voulez être coach en basket, si vous voulez être coach en football ou dans n'importe quelle discipline sportive, vous devez passer des diplômes. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, comment mettre en place des situations d'apprentissage et de perfectionnement qui soient les plus adaptées, les plus efficientes possibles. Donc là encore, plein de choses à faire. Et puis, en termes de méthodologie, vous pouvez également soit avoir des méthodologies plutôt qualitatives où on va recueillir des entretiens, des interviews avec des joueurs, avec des organisateurs, avec toutes les personnes qui sont dans le milieu et dans l'écosystème e-sportif. Vous pouvez observer soit de manière participante, soit directe, soit filmée, comme moi je l'ai pas mal fait, j'ai beaucoup filmé. L'avantage des observations filmées, c'est que sur le moment, vous ne voyez peut-être pas quelque chose et que chez vous, ensuite, en revisionnant les vidéos maintes et maintes fois, il y a des choses qui vont émerger et sur lesquelles vous allez pouvoir mettre le doigt. L'ethnométhodologie, les notes de terrain, les photos, toutes ces méthodologies-là, elles sont adaptées pour étudier l'e-sport. Et puis d'autres méthodes, cette fois-ci plutôt quantitatives, en passant des questionnaires. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir de larges échantillons, notamment du fait qu'il y a de plus en plus de joueurs qui jouent. Qui jouent à quoi, comme je vous le disais, d'accord ? Quel âge joue à quel type de jeu ? Ça, autant toucher un maximum de monde, ça passe par les questionnaires, en utilisant les big data, c'est-à-dire en récupérant toutes les données en termes d'heures jouées, d'heures regardées, et ainsi de suite. Les statistiques, en mettant en place des protocoles expérimentaux aussi, d'accord ? Moi, par exemple, dans ma thèse, j'ai mis en place un protocole expérimental où je faisais jouer des joueurs soit face à face, soit dans deux pièces différentes, et j'essayais de voir s'il y avait des différences de comportement de la part de ces joueurs, du fait soit qu'ils soient face à face, soit qu'ils soient dans deux pièces différentes. Donc il y a plein de choses à faire. Et en termes d'application, voilà ce que ça peut donner, par exemple, une journée qui aura lieu le 28 juin prochain, donc dans 28 jours en l'occurrence, sur la thématique sport et jeux vidéo qu'on co-organise à l'UFR STAPS de Paris-Descartes. Où donc là, comme vous pouvez le voir, l'e-sport, en fait, c'est qu'une seule des thématiques qui est abordée pendant cette journée. On aborde à la fois la mise en scène virtuelle du sport, donc ça va être plutôt les jeux de simulation sportive. On aborde la place des dispositifs vidéoludiques dans l'activité physique, donc là, on va plutôt être sur les Exergames, d'accord ? Donc vraiment, comment on peut utiliser les dispositifs vidéoludiques pour faire de l'activité physique. Et puis, les nouvelles pratiques de compétition du jeu vidéo, qui donc là se rapproche du sport, et donc l'e-sport et le speedrunning. Et donc, en l'occurrence, ici, vous avez deux ateliers qui seront consacrés à l'e-sport. Un sur la professionnalisation et l'institutionnalisation de l'e-sport, avec des jeunes chercheurs, soit en STAPS, soit pas forcément, mais la plupart sont en STAPS, et sur les usages à la fois économiques, les usages politiques et les usages sociaux de l'e-sport. Donc vous voyez, il est possible de faire plein de choses. C'est la première journée d'études sur cet objet-là, première journée de conférence universitaire sur cet objet d'études, à savoir l'e-sport. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres très nombreuses. Voilà en ce qui concerne l'e-sport. Je vous remercie. Vous avez mes coordonnées ici, mon Twitter, mon LinkedIn. S'il y en a qui veulent contacter, n'hésitez pas. Bien. Et en tout cas, merci Nicolas, merci pour ce moment de partage, merci pour cette présentation et je pense qu'on peut encore l'applaudir quelques secondes, même si dans 45 minutes, il doit prendre le train. Juste une petite information avant de passer dans les questions, deux informations. La première, ça tombe bien parce que effectivement, samedi 3 juin, il y a des étudiants de licence management du sport qui organisent un tournoi de futsal
au Big Four, et un tournoi de FIFA 2007. C'est-à-dire qu'il couple le futsal et le tournoi FIFA 2017, pardon. Ah oui, 2017, autant pour moi. Je me suis arrêté à la version 2007. La deuxième information, la représentation de ce soir aura lieu à 17h30, c'est bien ça, au gymnase B. 17h30 au gymnase B, et on reviendra ici certainement pour la remise des diplômes. Je sais que Nicolas a un train maintenant dans à peu près 40 minutes, donc ça laisse le temps peut-être de répondre à une ou deux questions au maximum. Si quelques étudiants souhaitent avoir des éclaircissements par rapport à ce qu'il a effectivement présenté. Ok, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors en fait, je suis étudiant en management en L2 et l'e-sport c'est un domaine qui m'intéresse quand même pas mal. Et en fait, je me dis pourquoi pas peut-être travailler dedans à l'avenir. Et j'aurais voulu savoir si vous, grâce à votre étude, vous pouvez peut-être me dire les voies d'accès possibles vers l'e-sport dans le domaine organisationnel, événementiel, mais aussi logistique ou peut-être analytique. Enfin voilà. Alors, c'est une très bonne question. La réalité aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas d'études spécialisées sur l'e-sport, aujourd'hui, le monde, l'écosystème e-sportif n'est pas au courant qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'e-sport dans le milieu universitaire. Donc, il n'y a pas de lien direct. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que le fait de travailler sur l'e-sport, moi, m'a ouvert des portes dans le sens où j'ai eu un terrain d'études avec lequel j'ai passé beaucoup de temps, des communautés qui m'ont permis de rencontrer énormément de gens, que ce soit des organisateurs, des casteurs, des streamers, que ce soit même des personnes institutionnelles au sein du ministère des Sports, au sein de l'association Francisport. Et donc, à force, tu te crées ton propre réseau. Et là, ça va dépendre des sensibilités, des personnalités que tu vas rencontrer. Il y en a qui ne vont pas du tout être sensibles au fait que tu aies travaillé dans ton cursus universitaire sur l'e-sport. Pour eux, c'est pas valorisant spécialement. Et puis il y en a d'autres qui vont voir l'avantage que ça peut être. À savoir que c'est pas tant le fait que tu aies travaillé sur l'e-sport qui va leur plaire, ça va plutôt être le fait que tu sortes du milieu universitaire et que tu aies développé des compétences de méthodologie de l'étudiant, j'ai envie de dire. Ça veut dire que tu vas être quelqu'un qui va être à même de travailler sous pression, de gérer des projets, de les gérer de A à Z, ça veut dire de faire des revues de littérature, de problématiser une question, de mettre en place peut-être un protocole expérimental, de le mener de bout en bout, d'analyser ses résultats et ensuite de diffuser ces résultats soit par des publications, soit par des communications. Ça veut dire que tu vas, aujourd'hui, la recherche, même quand tu es doctorant ou même quand tu es en master, c'est déjà être un professionnel. C'est déjà développer des compétences d'un professionnel. Et ça, effectivement, ça peut intéresser n'importe qui, pas forcément dans l'e-sport, mais de manière générale dans l'e-sport, à savoir qu'il y a beaucoup de gens dans l'e-sport qui ne viennent que par passion, mais qui n'ont pas forcément un bagage de compétences que toi, tu vas développer ici en étant dans le milieu universitaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que toi, tu valorises. C'est-à-dire que va falloir que tu sois à même de montrer que tu es capable de gérer un projet de bout en bout et que tu es capable de t'autonomiser dans ce que tu fais, que tu es capable de participer de manière collaborative avec d'autres gens pour monter des projets et les mener à bien. Et ensuite, en plus, parce que tu es passionné par l'e-sport, ça t'offre en tout cas une grosse plus-value pour le monde e-sportif. C'est comme ça en tout cas que je l'entrevois. Merci pour cette question et cette réponse. Une autre question. Profitez-en, il reste quelques minutes. Personne ? Ah, Monsieur Crémou. Ouais, j'avais noté plein de questions en fait, du coup, c'est pour ça que... non, moi ce que je me posais comme question, je pense que tu viens de le dire, fallait le définir parce qu'au final c'est un objet d'étude assez récent. Est-ce que tu peux dire comment l'INSEP s'intéresse au e-sport, puisqu'au final c'est quand même une structure qui s'intéresse plus au sport de haut niveau qu'aux nouvelles activités, j'ai envie de dire. Et également dans le monde de la recherche, est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu t'y es intéressé à aujourd'hui? Quel est l'impact? Combien il y a d'études? Quels sont les domaines qui sont le plus intéressés ou autres? Alors, pour répondre à la première question concernant l'INSEP, aujourd'hui, l'INSEP, de manière officielle, ne s'intéresse pas à l'e-sport. C'est-à-dire que moi, qui suis donc post-doctorant en recherche à l'INSEP, je n'ai pas été engagé pour travailler sur l'e-sport. Aujourd'hui, l'INSEP, la majorité des subventions viennent du ministère des Sports. Le ministère des Sports ne reconnaît pas l'e-sport, donc l'INSEP ne s'intéresse pas à l'e-sport. De manière plus officieuse, maintenant, il y a certaines personnalités au sein de l'INSEP qui gardent un œil
très, très concrets sur ce qui est en train de se passer et qui sont en lien avec toutes les structures que j'ai pu évoquer, qui organisent des compétitions et qui cherchent en tout cas à réfléchir à comment structurer l'e-sport dans le monde sportif. Donc, mais en tout cas, rien d'officiel. Donc voilà en ce qui concerne le positionnement de l'INSEP. La deuxième chose concernant l'état de la recherche sur l'e-sport, c'est encore un objet qui est extrêmement marginal en France. À travers le monde, qu'il est de moins en moins. Les premières recherches, alors ce qui est assez intéressant, c'est que la toute première recherche sur l'e-sport, elle est française et elle vient des STAPS, elle date de 2003, d'un étudiant de Stéphanéas, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un sociologue qui est à Rennes. Et c'est un étudiant qui n'a pas poursuivi tout son travail, mais en tout cas, c'est la toute première recherche sur l'e-sport et elle vient des STAPS. Ensuite, c'est plutôt, donc elle date de 2003. À partir de 2006, on a les premiers papiers scientifiques qui viennent soit d'Allemagne, soit de Scandinavie, soit des États-Unis, qui commencent à apparaître sur l'e-sport. À cette époque-là, c'est assez difficile d'avoir déjà beaucoup de sujets parce qu'on parle à la fois d'e-sport, de jeux vidéo compétitifs, de cyberathlètes. Il n'y a pas encore de dénomination commune. Donc, c'est pas facile de récupérer toutes les données et ça reste très marginal. Et on va dire qu'il y a eu un tournant au début des années 2010. J'en ai pas beaucoup parlé, mais vraiment le tournant dans l'e-sport avec le début des années 2010, c'est l'apparition de ce qu'on va appeler les Web TV, c'est-à-dire notamment la Web TV qui retransmet le plus de jeux vidéo qui s'appelle Twitch, mais aussi la diffusion de jeux vidéo les rediffusions de compétitions de jeux vidéo sur des plateformes telles que YouTube ou Dailymotion, ça a clairement changé la donne, et la popularisation grâce aux commentateurs. C'est-à-dire que jusqu'à avant, il n'y avait pas de commentateurs, et tout d'un coup, en France, on a eu des commentateurs qui sont venus animer les rencontres et en tout cas les expliquer en live, ce qui a permis de toucher beaucoup plus de monde. Et à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup plus de recherches qui ont été faites parce que ça a touché plus de monde à l'international. Et donc, on voit apparaître vraiment une vraie hausse des papiers et des communications scientifiques sur le sujet. Aujourd'hui, en France, à ma connaissance, je suis la première thèse sur l'e-sport, de tout champ confondu, à ma connaissance. Mais ce que je remarque, et c'est ce que j'essaie de faire déjà depuis un an, c'est d'essayer de mutualiser un petit peu tous les travaux de recherche en France qui sont faits, pas forcément au niveau doctorat, mais dès le master. Et là, je remarque qu'il y a une pluralité de champs scientifiques et de jeunes étudiants en master qui s'intéressent à l'e-sport. Il y en a énormément, que ce soit dans tous les champs scientifiques dont je vous ai parlé, marketing, management, STAPS et ainsi de suite. Et donc là, l'idée, c'est aujourd'hui d'essayer de légitimer cet objet d'étude dans le champ scientifique en faisant en sorte que les chercheurs qui peuvent encadrer des doctorants, donc à savoir des HDR et des PU, aient connaissance de ce phénomène et soient le moins réfractaires possible. Et ensuite, rechercher des financements pour les jeunes étudiants qui souhaiteraient s'engager en thèse. Donc là, aujourd'hui, par exemple, parmi les intervenants de la journée du 28 juin, il y a 2 étudiants, un en STAPS et un en sciences de l'éducation, qui passent les auditions des contrats doctoraux. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé des directeurs de thèse qui sont prêts à les suivre sur cet objet d'étude-là et qui sont même prêts à les pousser au sein de l'université pour essayer de récupérer des financements publics avant d'essayer de passer sur des conventions CIFRE. Donc après le 28 juin, j'en saurai un petit peu plus de savoir effectivement est-ce qu'il y a des financements de thèse sur l'objet e-sportif. Mais aujourd'hui, effectivement, ça reste assez marginal et j'espère que ça changera, quoi. À voir. En tout cas, moi, mon travail, en l'occurrence, là, c'est d'essayer au maximum d'évangéliser mon travail, de le diffuser et de le vulgariser pour montrer qu'il y a des possibilités, quoi. Si ça peut amener 1 ou 2 enseignants dans chaque fac où je passe qui se disent « Tiens, finalement, ça mérite peut-être qu'on s'intéresse et qu'on se penche sur la question ». Voilà l'objectif. Nous sommes toujours dans les temps. Peut-être encore une dernière question. Oh, il y en a 2, 3. Aller, hein. Oh. Au pire, je loupe le train, c'est pas grave, allez-y. Allez, on va prendre la première. Donc je suis en L2 éducation motricité, donc je me destine à devenir professeur d'EPS. Et nous en EPS, on utilise le sport à des fins éducatives. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible d'utiliser l'e-sport à des fins éducatives ? Super question. Et oui, et je pense que c'est même par là que passera sa reconnaissance, à savoir avec la création d'e-sport études, la création par exemple de sections e-sport dans les temps périscolaires. Parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, et de manière générale le jeu vidéo, pas spécialement l'e-sport, comme je vous le disais, il y a des vrais transferts de compétences et ça améliore ça a énormément de bénéfices sur les compétences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques, cognitives et sociales. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, d'un point de vue physique, on le voit bien, chez les personnes âgées,
on leur fait beaucoup pratiquer, de plus en plus, en tout cas en maison de retraite, on leur fait pratiquer la Wii, et Wii Bowling par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que ça leur permettait déjà par le jeu, de retrouver l'envie de se lever, l'envie et des degrés de liberté au niveau de certaines articulations. D'un point de vue psychologique et cognitif, ça les faisait travailler, alors pas forcément Wii Bowling, mais d'autres types de jeux type Exergames qui leur permettaient de devoir décoder ce qui se passait à l'écran, donc de devoir traiter des informations, de devoir être à même de choisir la meilleure solution à mettre en place et d'être capable de l'exécuter. Et d'un point de vue social, là en l'occurrence, si je continue avec les personnes âgées, c'est que pour les initier à la pratique du jeu vidéo, on leur donne un référent qui va être quelqu'un d'une génération plus jeune, souvent un jeune étudiant. Donc ça va créer du lien social. Ce jeune va suivre la personne âgée et va lui apprendre à utiliser ce dispositif. Donc on voit bien déjà, ne serait-ce qu'au niveau des personnes âgées, de quelle manière ça a de vrais bénéfices. Mais on peut imaginer ça. Moi, j'imagine très bien mettre en place une pratique rationnelle de l'e-sport pour lutter contre le décrochage scolaire et la pratique excessive du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe très souvent, c'est que les jeunes, parce que c'est quand même une pratique de jeunes, même si même les vieux jouent aux jeux vidéo, mais c'est que les jeunes, ils ont tendance à jouer chez eux et les parents ne s'y intéressent pas. Là où les parents s'intéressent à toutes leurs autres activités, si par exemple l'enfant il va faire du badminton, les parents souvent ils l'inscrivent dans un club de badminton ou en tout cas ils l'accompagnent et ainsi de suite, ils savent ce qu'il fait. Mais si l'enfant il joue aux jeux vidéo, souvent les parents ils disent « Oh, les jeux vidéo c'est pour les enfants, moi j'y comprends rien, ça m'intéresse pas ». Alors que pourtant aujourd'hui les jeux vidéo, l'offre de jeux vidéo qui existe sur le marché, elle est tellement large que il y a des jeux qui sont extrêmement intéressants pour toutes les générations. D'accord ? Vous avez bien évidemment les jeux les plus vendus, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de jeux indépendants, de la même titre qu'il existe plein de jeux traditionnels plutôt que le sport, d'accord ? Qui ont de grandes valeurs éducatives. Et bien là, de la même manière, moi ce que j'encourage les parents à faire, c'est à jouer avec leurs enfants, pour qu'ils voient à quoi ils jouent, à passer du temps avec eux, leur faire parler de leurs pratiques, déjà dans un premier temps, et ensuite mettre en place dans des structures, que ça soit dans les collèges, dans les lycées, ou dans les médiathèques, les ludothèques et ainsi de suite, des cours d'e-sport finalement avec des personnes qui les encadreraient et qui feraient en sorte que l'enfant qui est chez lui et qui d'habitude joue de manière frénétique sans réfléchir vraiment à ce qu'il fait, là on lui donne des objectifs, c'est-à-dire il va falloir que tu progresses sur ta technique, donc sur ta dextérité, ou plutôt que tu progresses sur ta tactique, le mind game dont je parlais, et donc rationaliser l'entraînement de la même manière qu'un coach va rationaliser un entraînement, mettre en place des situations d'apprentissage, des situations de perfectionnement. Donc oui, je pense que ça a de grandes valeurs éducatives et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a même des valeurs thérapeutiques. C'est qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes qui utilisent le jeu vidéo pour soigner les phobies, pour soigner beaucoup de pathologies psychologiques. Donc on voit qu'en fait, ça peut avoir un avantage. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le jeu vidéo, comme le sport, ils ne sont pas porteurs de valeurs intrinsèques. D'accord ? Le sport, il a aussi bien servi les meilleures démocraties comme les pires dictatures. Le jeu vidéo, il peut avoir des effets négatifs comme des effets positifs. C'est ce que tu vas en faire, toi en tant qu'éducateur, qui va déterminer les valeurs qu'il va transmettre. Donc selon le type de jeu que tu vas choisir, selon le type de plateforme, le type de support, et ce qui va être adapté à telle population ou pas, à partir de là, ça peut avoir des vraies valeurs éducatives. Merci pour cette réponse, Nicolas. La dernière question. Et après, ça sera l'occasion pour nous de te féliciter encore une nouvelle fois pour ta présentation. Non, en fait, c'était dans la continuité. Je voulais savoir si il y avait eu des travaux sur les valeurs, justement. Parce que ce qui est assez largement admis, c'est qu'au-delà de la classification assez objective de par le bas, le sport véhicule des valeurs. Alors, c'est discutable. On ne dit pas toujours d'ailleurs ce que sont ces valeurs, mais est-ce qu'il y a eu des travaux là-dessus? Est-ce que c'est pas un frein? Est-ce qu'il n'y a pas des idées reçues? Alors, est-ce qu'il y a des travaux? Je pense aux règles des sports de combat, par exemple, qui sont limitées dans le sport, et puis des sports de combat virtuels où tout est permis. Alors, ce qui est assez intéressant, s'il y a eu des travaux scientifiques sur les valeurs du jeu vidéo ou de l'e-sport, à ma connaissance, je ne crois pas. D'accord, j'en ai jamais vu. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que l'e-sport, dans cette volonté de mimer au maximum le milieu sportif, dans un but de légitimation sociale, en fait, c'est qu'il faut bien comprendre que le jeu vidéo, il a été tellement stigmatisé pendant 20 ans pour les deux grands mots dont il serait finalement l'objet, à savoir l'addiction et la violence. D'accord ? Aujourd'hui, il cherche à se légitimer de manière sociale la pratique d'opposition qui est légitime aujourd'hui dans le monde, c'est le sport. Et donc c'est pour ça, à mon avis, que l'e-sport a tendance à mimer
ce qui se passe dans le sport. Et l'e-sport se réclame beaucoup des valeurs sportives. Encore une fois, moi je répète ma position, je pense que le sport n'a pas de valeur intrinsèque. C'est ma position, mais voilà, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, quand les e-sportifs me disent « Oui, nous, on a les mêmes valeurs que le sport, le fair play, le dépassement de soi et ainsi de suite », moi qui suis sur les terrains de basket tous les week-ends parce que je suis encore pratiquant de basket, le fair play sur les terrains de basket, même à mon niveau qui est vraiment pas très élevé, bah, je le vois pas tous les week-ends. D'accord ? Et les e-sportifs, quand ils me disent « nous, on a les mêmes valeurs que le sport, le fair play », moi, je peux vous assurer que je vois des compétitions où à la fin, ils ne se serrent pas la main alors que c'est vraiment un rituel qui est accepté par tout le monde. Et le fair play, il n'existe pas toujours. Donc, la réalité, c'est que bah, finalement, les valeurs du jeu vidéo ou les valeurs du sport, bah, c'est bien les joueurs eux-mêmes qui en font bien ce qu'ils veulent. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Ça répond à la question ? Ouais. Nous sommes dans le temps additionnel et il me reste une toute dernière question quand même. Bien sûr. Voilà. Au sujet des valeurs liées du sport et de l'éducation physique et sportive, il y en a une que l'enseignant de PS brandit contre vent et marée, c'est celui de la santé. Ouais. Santé et corps. Un corps que l'on cherche à entretenir, que l'on cherche à développer, qui produit des émotions. Et là, moi, je vois des corps. Je vois une tête et je vois 2 mains. C'est tout ce que je vois dans le e-sport. Alors certes, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des techniques manuelles extrêmement développées. Je vois aussi dans ces jeux de l'addiction. On pourrait très bien dire qu'il y a de l'addiction à des tas de choses, mais on voit des jeunes qui passent des journées, des nuits enfermés dans leur chambre avec des jeux vidéo, souvent associé à une malbouffe, souvent associé à quelque chose de rupture de lien social, notamment avec les parents. Donc, quand on me dit, voilà, pourquoi pas faire rentrer le e-sport à l'école, et notamment en créant des sports-études éventuellement de e-sport, moi je suis très inquiète. Et quand vous faites le parallèle, oui, mais voyez, le e-sport pourrait rentrer à l'école facilement, puisque regardez, le snowboard qui était dans les années 70, quelque chose que les sportifs refusaient et qui sont rentrés à l'école, oui, mais c'était encore du sport, c'était encore une pratique physique, c'était encore une pratique où le corps était au cœur des motivations. Donc voilà, c'est une simple remarque. Eh ben, je suis très inquiète. Je comprends bien. Très en fait, tout ce que vous venez de dire, je peux le rapporter au sport. Exactement tous les éléments que vous venez d'avancer, c'est exactement ce qu'on pourrait avoir dans le sport. À savoir aujourd'hui, si je reprends le cas du tir à la carabine, bah finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Un doigt. Le tir à la carabine, épreuve olympique, seulement un doigt. Où est le corps ? Finalement, le corps, il est pourtant là. La posture, elle est là. Là, ces joueurs-là, vous me dites que vous voyez seulement une tête et des mains. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le corps entier est le support de cette pratique. Aujourd'hui, ils sont stimulés, comme je le disais, au niveau de leur attention, au niveau de leur perception. Moi, quand je parle de corps, je ne parle pas seulement de corps physique, je parle à la fois du corps physique, mais du corps psychologique et du corps social. Je reprends l'homme total maussien, en fait, finalement. Et donc, derrière cette idée, c'est que aujourd'hui, le corps, il est le support et il est même à la fois le support et la finalité de la pratique compétitive du jeu vidéo. D'accord ? La pratique excessive du sport, moi, je suis à l'INSEP, je le vois tous les jours. C'est des gens, et en plus on me parle de sport santé, à l'INSEP, je peux vous assurer que la santé, elle n'existe pas. Non. Ouais, bien, alors dans les valeurs de l'EPS, bien évidemment. Et qu'est-ce qui fait que les valeurs de l'EPS, c'est le sport, enfin c'est la santé, pardon, c'est parce que c'est l'EPS justement. Et si on mettait l'EPE, imaginons l'éducation physique e-sportive, eh bien on pourrait très bien mettre la valeur santé comme étant la valeur de l'éducation physique e-sportive de la même manière. C'est ce que je dis, encore une fois, c'est une valeur qui a été décidée par la communauté scientifique de l'éducation physique. Donc à ce moment-là, c'est une pratique encadrée. Le sport, vous laissez des enfants faire du sport, il y a de grandes chances qu'ils se blessent, qu'ils se fassent mal. Vous leur mettez un enseignant d'EPS qui encadre la pratique. Là, on peut mettre en place des situations d'apprentissage ou de perfectionnement qui vont faire en sorte qu'elle va être encadrée en toute sécurité et peut-être pour le développement et le bien-être personnel. Et bien, c'est la même chose, en tout cas, à mon avis, encore une fois, c'est ma position, pour l'e-sport. C'est-à-dire que laisser les enfants pratiquer
tout seul, je pense qu'effectivement, on s'expose à énormément d'inquiétudes. Encadrer la pratique e-sportive de la même manière qu'on encadre la pratique sportive, là, à mon avis, on reprend la main sur ce qui est en train de se faire. On éduque à la fois les jeunes générations, mais surtout les générations plus âgées qui, elles, ne sont pas nées forcément avec le jeu vidéo. On crée du lien social. On montre à quel point il est possible de rationaliser la pratique, qu'on n'est pas obligé d'être dans une pratique excessive. En ce qui concerne l'addiction aux jeux vidéo, aucune recherche à ce jour internationale n'a pu mettre en valeur, en tout cas il n'y a pas de consensus sur le terme d'addiction aux jeux vidéo. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les bureaux d'addiction en tabacologie, aux drogues et ainsi de suite proposent une lutte contre l'addiction aux jeux vidéo, la recherche scientifique n'est pas du tout d'accord sur le fait du terme d'addiction aux jeux vidéo. D'accord ? Donc, en fait, pour moi, il y a beaucoup plus de similitudes que ce qu'on pourrait croire. Donc, le corps, encore une fois, il est là. Le corps psychologique, le corps physique et le corps social, il est le support même de l'expérience vidéoludique. Et je vous encourage même à jouer aux jeux vidéo et vous en rendrez compte par vous-même. C'est-à-dire qu'il y a même ce phénomène d'immersion dans lequel, à chaque fois où on joue aux jeux vidéo, où en fait, on finit par oublier son corps, parce qu'on projette finalement une forme de conscience jusque dans l'univers virtuel et on en reprend conscience et c'est justement au moment où le jeu s'arrête qu'on va finir par reprendre conscience de son corps et c'est là justement où on va se dire mais finalement en fait mon corps il est complètement tendu vers le jeu, il est sollicité par le jeu à tous ses niveaux. C'est en tout cas la meilleure réponse que je pourrais vous donner. Voilà. Il est bien réel, il n'est pas virtuel. Non. Retenez bien son nom et surtout ses coordonnées. Nicolas Bézombre, et je vous demande encore de l'applaudir. Merci.